Accouche, un podcast qui raconte l'intimité de la naissance. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Accouche. Comme les autres de notre série, il ouvre en grand les portes de la salle de naissance. Aujourd'hui, il va être question de vulnérabilité maternelle et du soutien dont peuvent avoir besoin beaucoup de parents. C'est un sujet aussi complexe qu'intéressant et surtout utile. La période périnatale est une période de fragilité, d'incertitude et parfois même de danger pour les femmes victimes de violences conjugales. Il devient de plus en plus urgent de repérer au plus tôt et le plus largement possible les femmes enceintes qui auraient besoin d'accompagnement. Le but premier est donc de prévenir et si besoin de guérir. Le lien entre le bébé et la mère se crée dès les premiers mois de grossesse. C'est pourquoi il est important d'avoir un accompagnement adéquat, avant, pendant et après. Nous allons parler durant cet épisode de comment accompagner les mères. Est-ce qu'une sensibilisation des professionnels des maternités est nécessaire ? D'où proviennent et de quelle nature peuvent être les vulnérabilités que nous observons chez certaines femmes ? Jusqu'à quel degré un enfant peut-il pâtir du mal-être de la maman repérée trop tard ? C'est à ces questions et à de nombreuses autres soulevées au fil de notre conversation que nous répondrons aux côtés de Valérie Garez, pédopsychiatre et lauréate du prix de recherche Action 2009 de la Fondation Mustela, et Mathilde Delespine, sage-femme depuis 2009 à la Maison des femmes du Centre hospitalier de Saint-Denis. Elle fait partie du programme de prévention des violences faites aux femmes et qui a écrit un mémoire de fin d'études sur le repérage des femmes victimes de violences. Bonjour Valérie. Bonjour Julie. Bonjour Mathilde. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous. Chère Valérie, vous êtes pédopsychiatre mais également praticienne hospitalière et responsable de l'unité PPU-MMA. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos missions ? Écoutez, déjà, pour dire, c'est un acronyme, donc en fait, c'est une unité de pédopsychiatrie périnatale qui se déplace sur les maternités. Et donc, l'idée, c'est d'aller rencontrer les femmes enceintes, on essaye au maximum aussi les pères, pour les accompagner au cours de la grossesse, dans l'idée que plus une femme sera bien psychiquement et physiquement, et plus elle sera disponible pour l'arrivée de son bébé, et du coup, plus le bébé se développera bien. Et chère Mathilde, vous êtes sage-femme et vous avez fait un mémoire de fin d'études centré sur les violences faites aux femmes et notamment la mission que les sages-femmes pouvaient avoir auprès de ces femmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'enjeu de votre sujet ? L'idée, c'était d'impliquer encore plus les sages-femmes dans le repérage au plus tôt pendant la grossesse des vulnérabilités et notamment des violences qu'ont pu subir les femmes au cours de leur vie ou qu'elles subissent là au cours de la grossesse. Et donc ça a engendré derrière l'ouverture de consultations prénatales dédiées aux femmes victimes de violences. Et puis aujourd'hui, je travaille au sein du Centre hospitalier de Saint-Denis, au sein d'un service qui s'appelle la Maison des femmes et donc qui permet une synergie entre des acteurs médicaux, psychosociaux et juridiques qui entourent les femmes victimes de violences en coordonnant leurs actions. Donc voilà, ça a permis d'inclure la profession de sage-femme et les somaticiens, c'est-à-dire les professionnels du corps autour de la grossesse, les gynécologues obstétriciens aussi, autour de ces questions-là. Mathilde, Valérie, que pensez-vous de sensibiliser les professionnels dans les maternités ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce qu'il y a un manque de reconnaissance, voire même de connaissances sur cette problématique ? Je pense que oui, il faut donner des clés de compréhension de ces phénomènes de vulnérabilité aux professionnels des maternités pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils se sentent en confiance d'évoquer ça. Et on est toujours à l'idée que la santé, c'est un état complet de bien-être et c'est pas uniquement des paramètres vitaux qui sont en rapport avec les normes et que finalement tout est lié et qu'on a besoin d'avoir ce temps de rencontre avec les femmes enceintes et les futurs pères, les deuxièmes parents pour voir comment ils se sentent. Et on a très longtemps mis de côté l'environnement de vie des femmes enceintes et des couples, des futurs parents, et on se rend compte aujourd'hui que si on ne prend pas en compte cet environnement de vie, qu'on ne l'explore pas, ça peut mettre à mal d'autres actions préventives plus sur la santé du corps pur et dur, et que c'est une perte de chance pour la santé de toute cette famille, en fait. Donc c'est dommage. Et Valérie, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Mathilde. Juste rajouter qu'effectivement, je pense que déjà, de base, la grossesse est une période de vulnérabilité pour toutes les femmes enceintes, qu'elles aillent bien ou pas bien. Donc ça, c'est déjà important de le savoir. C'est à un moment donné où on est un peu plus fragile. Après, il peut y avoir effectivement des éléments qu'on va aller rechercher qui peuvent accentuer cette vulnérabilité. Et pour ça, on peut former les professionnels avec quelques orientations sur, comme disait Mathilde, par exemple la recherche un petit peu de l'environnement social et environnemental de cette femme. Par exemple, s'il y a un père, s'il y a de la famille autour soutenante, s'il y a des antécédents personnels de difficultés dans l'enfance, de négligence, de maltraitance, est-ce qu'il y a un suivi pour soi-même psychologique. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent amener à du coup orienter vers soit une sage-femme pour un entretien prénatal, où je pense que Mathilde y reviendra, ou soit vers une psychologue de la maternité pour un petit peu débroussailler et pour accompagner du coup ces femmes. Comment faire justement pour concrètement sensibiliser les professionnels de santé ? Alors aujourd'hui, dans les études initiales de sage-femme et aussi de médecine, on forme de plus en plus les futurs professionnels à l'importance de la sécurité affective et de la santé globale, donc qui prend en compte le psychisme en plus du physique. Et puis effectivement, il y a beaucoup de formations continues. Les sages-femmes sont praticiennes effectivement de l'entretien prénatal précoce, qui est un temps qui n'est pas une consultation médicale, qui est vraiment un entretien, donc sans examen clinique autour du 4e mois de grossesse, et qui permet de donner la parole à la femme enceinte et au deuxième parent autour des questions qu'ils se posent, autour des préoccupations éventuelles. Et ça peut être l'occasion pour eux d'évoquer leur vulnérabilité et ce qui va les challenger au cours de cette grossesse. Donc après, il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé aujourd'hui qui ont été publiées en 2019 sur le repérage des violences faites aux femmes et notamment des violences conjugales. Et puis les réseaux de santé périnatale, par exemple, qui coordonnent les actions entre la ville et l'hôpital. Comment vous faites, Mathilde, vous, à la Maison des Femmes, car on sait que vous êtes très très sensible sur ce sujet. Comment vous faites ? Est-ce que vous avez appris des méthodes ? Comment vous repérez, je dirais, des problèmes chez des femmes enceintes ? Oui, donc à la Maison des Femmes, on est plutôt en deuxième intention. Donc les partenaires, les sages-femmes de PMI, des consultations prénatales aux alentours, nous orientent les femmes qu'elles ont repérées comme vulnérables ou en danger ou ayant vécu des violences, et que ça continue aujourd'hui à avoir des soucis sur leur santé. Et donc, on se forme de plus en plus à nos compétences relationnelles avec des outils de reformulation, de valorisation, de renforcement positif. On essaye d'aider les femmes à mettre des mots sur leurs émotions. Les collègues qui sont en première intention, qui font les premières consultations prénatales où il y a ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc, on fait connaissance avec cette femme. On essaye de découvrir un peu des éléments biographiques et des antécédents médicaux. Donc au niveau de la santé du corps, mais aussi psychique. Elles ont des outils de repérage avec des questions, des formulations avec lesquelles elles se sentent à l'aise sur la consommation de produits, sur les violences que les femmes auraient pu subir, sur des problèmes autour de l'alimentation, de leur rapport à leur corps, d'antécédents de dépression, des enfances non sécures ou qui auraient pu laisser des séquelles encore aujourd'hui. Ce qui nous intéresse effectivement, c'est comment elle va aujourd'hui par rapport à tout ce qu'elle a traversé et qu'elle puisse s'appuyer sur les soignants comme des piliers pour venir vivre cette grossesse plutôt comme effectivement un moment très challengeant, mais dont elles vont ressortir plutôt renforcées. La grossesse, c'est vraiment un moment où on peut aller vers le pire comme vers le meilleur. Et donc, pour aller vers le meilleur et pour accueillir le bébé dans les conditions les plus tranquilles, les plus sereines, c'est important de pouvoir travailler les choses effectivement en amont. Vous avez été pionnier, on peut dire, à la Maison des Femmes. Est-ce que, du coup, vous aidez les autres institutions ou les autres instituts hospitaliers, etc., pour accompagner justement ces femmes vulnérables ? Oui, on est pas mal sollicité pour des formations, notamment des formations continues, d'équipes entières qui souhaitent améliorer leur pratique sur ces questions-là. Voilà, par exemple, hier, j'étais à la maternité des Lilas, qui est une maternité très engagée sur la bientraitance, mais qui, sur les questions des violences faites aux femmes en particulier, avait besoin de renforcer ses connaissances, parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles arrivées. Et on est pas mal sollicité comme ça par des équipes ou par des universités, des écoles de sages-femmes pour faire de la formation initiale. Et vous, Valérie, quelle serait la méthodologie, je dirais, quand vous repérez justement des femmes vulnérables ?
Alors, juste pour préciser qu'effectivement, on n'est pas en première ligne. Il y a cet accueil qui va être fait par un soignant de la maternité, qui après va orienter vers une sage-femme ou une psychologue de la maternité. Et nous, on arrive en troisième position en étant pédopsychiatre. Donc, c'est vrai qu'on a les cas, je dirais, les plus complexes. Votre question, c'est comment on les accompagne, c'est ça ? C'est ça, en fait, c'est ce que autant et en effet à la Maison des Femmes, on imagine que les femmes qui arrivent sont conscientes ou en tout cas, on sait qu'il y a eu certainement un souci. En revanche, vous, par exemple, dans un hôpital, j'imagine que c'est moins évident puisque vous devez avoir toutes les femmes qui se présentent. Tout à fait. C'est rarement la femme enceinte qui demande, hein. C'est plus les professionnels qui l'accompagnent vers les soins. C'est très souvent d'ailleurs accepté et jamais refusé, ce qui est quand même important parce qu'on pourrait dire mais moi j'ai pas envie de voir la psychologue, j'ai pas envie de voir le pédopsychiatre. C'est souvent très bien accepté et comme le dit Mathilde, l'idée est vraiment de sentir qu'il y a du monde autour d'elles, de les accompagner. Elles peuvent souvent absolument parler nulle part de leur souffrance ou sans que ça soit des pathologies lourdes, hein, mais de moments de tristesse, de moments d'anxiété, d'inquiétude qui quelquefois sont plus qu'une inquiétude normale, parce que la grossesse, voilà, il y a des moments d'inquiétude qui restent complètement normales. Et du coup, le fait de pouvoir en parler, souvent, ça permet déjà de contenir, de les accompagner et de faire que ça ne va pas plus loin. En fait, en effet, on a parlé des vulnérabilités maternelles, mais on n'a peut-être pas dit aussi le spectre. En fait, à partir de quand on parle de vulnérabilité ? Parce que je trouvais ça assez joli ce que vous avez dit, Mathilde, sur le fait que, en effet, une grossesse, on peut aller vers le meilleur comme le pire, parce que ça réveille des choses en tant que femme. Est-ce que vous voulez me dire ce que vous entendez dans le spectre des vulnérabilités maternelles ? En tant que sage-femme, effectivement, on est garante de la physiologie, donc on va toujours être dans le dépistage des vulnérabilités ou de la pathologie et puis porter les femmes enceintes vers les professionnels experts de ces pathologies, donc là, les pédopsychiatres, parfois dans un premier temps la psychologue, et sinon, si c'est plus dans le corps, ça va être le gynécologue obstétricien. Et donc, sur les vulnérabilités psychiques, on a plusieurs champs. On a les troubles psychiatriques et avant ça, on va dire de façon plus commune, les difficultés psychologiques. On a les consommations de produits, les addictions, les consommations de médicaments, peu importe pour nous en fait si c'est légal ou illégal ce qui est consommé. Et puis les antécédents de violences ou les violences actuelles. Et enfin, je dirais, on a la précarité sociale qui peut bien sûr abîmer la santé et vraiment entraver le quotidien. Je dirais que c'est ces 4 points-là avec des choses qui sont bien sûr transversales. Ces vulnérabilités sont croisées, il ne s'agit pas de faire des cases. On peut consommer du cannabis le soir avant de dormir parce qu'on a des troubles anxieux et que ça nous aide à nous apaiser. Donc on va travailler ça avec le pédopsychiatre pour voir comment on peut switcher vers quelque chose qui est moins dangereux pour la grossesse. On peut avoir des antécédents d'anorexie parce qu'on a subi des violences dans l'enfance ou pas du tout parce qu'on a subi des violences dans l'enfance. Enfin voilà, ça peut être lié, croisé, entremêlé. Vous voulez ajouter quelque chose, Valérie ? Je suis complètement ce que dit Mathilde et avec justement tous ces exemples, ça vous montre que c'est vraiment un travail multidisciplinaire, c'est-à-dire que si moi j'étais toute seule dans mon bureau, ma consultation elle servirait pas à grand-chose. On essaye vraiment de travailler avec du coup tous les partenaires, c'est-à-dire les sages-femmes, la psychologue, le gynécologue, le pédiatre qui va accueillir aussi le bébé parce que s'il y a des psychotropes ou s'il y a du cannabis, il va falloir aussi qu'il y ait une surveillance. J'en oublie certainement, enfin en tout cas tous les partenaires libéraux aussi, qui sont à l'extérieur de la maternité et qui suivent la patiente parfois jusqu'au 6e mois de grossesse. Et souvent, les staffs médico-psychosociaux qui sont en anténatal dans les maternités nous sont très utiles pour faire le point, pour se coordonner justement sur ces situations de femmes vulnérables, pour que tous, on ait un discours commun pour la contenir, pour la rassurer et pour avoir une proposition de prise en charge commune. Comment réagissent les femmes et le deuxième parent, le mari, quand vous décelez quelque chose ? Est-ce que le deuxième parent vient ? Est-ce qu'il est sensible ? Est-ce que vous sentez aujourd'hui une différence, Mathilde, dans le comportement du deuxième parent ? Alors moi, ça va être biaisé parce que j'accompagne particulièrement des femmes victimes de violences conjugales actuellement. Enfin, c'est la majorité de mes patientes. Là, le deuxième parent n'est pas le bienvenu puisqu'il n'est pas un allié et au contraire, il va abîmer la santé de cette femme. Mais quand il n'y a pas de violence actuelle, je dirais que c'est
tout doucement, de moins en moins tabou, mais Valérie nous dira, d'être soutenue par une psychologue. Et on a toujours besoin de rassurer, de dire que les psychologues, ce ne sont pas pour les personnes folles, c'est pour les personnes qui sont challengées, mis un peu au défi par la situation actuelle, qui a besoin de soutien. Et donc il y a aussi de plus en plus d'hommes qui disent que ça pourrait leur faire du bien, mais c'est tout doux. C'est encore compliqué pour un homme de demander du soutien psychologique, j'ai l'impression. Et Valérie, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis Mathilde sur l'idée que on leur propose assez systématiquement de venir. Il y a deux choses. Souvent, les femmes, elles veulent pas forcément qu'ils soient là. Et puis il y a le monsieur qui va venir en disant c'est pour elle. Et puis quand on dit non, en fait le bébé c'est un peu un voyage pour tous les deux, donc ça vous concerne tous les deux. Il s'implique effectivement tout doucement comme vous dites. On sent bien que tout ce qui touche aux émotions c'est souvent un petit peu plus complexe, plus difficile à atteindre, mais assez facilement quand même à un moment donné s'ils se sentent en confiance accessible. Donc avec des couples qui fonctionnent bien, c'est là où je rejoins Mathilde, parce qu'après il y a des conjugopathies où c'est bien plus complexe, mais des couples qui fonctionnent bien, franchement les pères sont demandeurs de plus en plus, je trouve, à être présents au rendez-vous, à même parfois trouver qu'on les exclut. Voilà, quand le couple fonctionne bien, je me répète, mais c'est important, le père a plutôt envie d'être présent et de prendre sa place pour ce futur bébé qui va arriver. Et une fois que les mamans sont prises en main, est-ce que vous voyez justement un changement quand elles sont accompagnées ? Est-ce que, je ne vais pas vous demander des chiffres, j'imagine que c'est impossible à donner, mais est-ce que vous pouvez me dire comment elles se sentent après un accompagnement, quand vous avez décelé justement une vulnérabilité, un souci pendant sa grossesse ? Oui, en tant que personne qui oriente vers les psychologues, les pédopsychiatres, on prend le temps derrière de demander comment ça s'est passé, la première consulte, la deuxième, comment elles se sentent. Et donc on sent vraiment un soulagement. Je ne suis plus toute seule, je me sens plus légère. J'aime bien les consultations avec la psychologue, avec la pédopsychiatre, parce que ça me permet de dire les choses qui me tracassent, ou je commence à sentir que le traitement est efficace. Donc oui, ça amène vraiment de la sérénité et puis sentir qu'on est épaulé, quoi. Et vous, Valérie, est-ce que vous remarquez ça aussi ? Je rejoins Mathilde sur le fait on en avait un petit peu parlé, c'est déjà ce sentiment de culpabilité d'être mal qui est vraiment désamorcé, parce qu'on explique très clairement que si on est là, c'est parce que y a un besoin, que c'est un moment de fragilité et que c'est pas la seule. Et que du coup déjà ça dégonfle énormément cette culpabilité qu'elle garde souvent pour elle, qu'elle peut parler ni à sa famille ni à ses amis, parce que ça reste quand même un peu tabou d'aller mal pendant une grossesse. Et après je dirais l'évolution, elle va être un peu en fonction de la pathologie sous-jacente, tout ce qui va être les troubles anxio-dépressifs sans complications comme a pu le préciser Mathilde, sans qu'il y ait d'autres choses qui se rajoutent comme l'addiction ou des conjugopathies ou un environnement social précaire ou des antécédents de carence. Ça s'accompagne très bien. On arrive vraiment en nanté, puis on peut continuer en postnatal aussi. On a cette chance-là de les accompagner en postnatal. Après, quand il y a plusieurs pathologies complexes qui s'entremêlent, du coup, c'est un peu plus difficile d'arriver à un résultat nickel, quoi. Mais ça permet peut-être de mettre en place des choses pour le postnatal, dès l'anténatal, de les faire travailler sur l'adhérence sur une travailleuse d'intervention sociale et familiale qui va venir soutenir à domicile, des visites à domicile par l'équipe de PMI, donc soit avant l'accouchement, soit après. Voilà, un soutien peut-être en hôpital de jour où on viendra une fois par semaine ou 2 fois par semaine faire des temps parents-enfants pour venir renforcer le lien parents-enfants et puis donner des pistes concrètes sur le quotidien. Ça, je pense que tous les jeunes parents en ont besoin, mais d'autant plus quand il y a ces fragilités. Et donc, ça vient vraiment préparer, en fait. Donc, comme vous disiez au début, on essaye vraiment d'être dans la prévention et dans l'anticipation au plus tôt pendant la grossesse. Valérie, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous a apporté le prix de la Fondation Mustela ? Alors, ce prix de recherche-action de la Fondation Mustela que j'ai eu en 2009 m'a permis de vraiment intégrer à ma pratique et à la pratique de notre équipe, d'aller rechercher des informations et aussi d'aller former, et pas que nous, donc d'aller former d'autres professionnels qui sont pas du champ psychique, mais qui vont être du champ somatique, d'aller rechercher certaines informations pour aller repérer ces femmes vulnérables. Donc, ça a été, je pense, assez essentiel de ne pas attendre que ça nous arrive, parce que ça arrive souvent beaucoup trop tard, et voire on passe à côté, mais d'aller chercher, d'aller vers ces femmes.
Mathilde, Valérie, je vous pose la question à toutes les deux. Si quelqu'un qui nous écoute ou quelqu'un de l'entourage d'une personne qui nous écoute avait besoin d'un soutien pendant sa grossesse, comment faire ? Je pense que ce qui est important, c'est d'en parler à la personne qui fait le suivi de grossesse. Et même si on dit que l'hôpital public est en tension et qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, pas assez, il y aura toujours des professionnels au sein de la maternité pour se mobiliser. La psychologue de la maternité, par exemple, elle est faite pour ces moments difficiles de la grossesse et elle va travailler en synergie avec les autres partenaires. Valérie, comment faire alors ? Tout à fait. Si c'est la patiente elle-même, je pense qu'il faut qu'elle arrive à prendre son courage pour oser en parler effectivement à la sage-femme qui la suit ou au gynécologue, qui dans quasiment toutes les maternités, il y a une psychologue de la maternité qui du coup l'orientera et du coup elle pourra avoir cet espace au moins de parole qu'elle n'aura pas et qui permettra déjà d'évaluer la situation. Peut-être juste une consultation suffira. Si c'est un tiers, ça peut être aussi tout à fait le mari qui puisse aussi venir à la consultation de la sage-femme ou du gynéco en disant elle vous le dira pas, mais elle va pas bien, elle dort pas bien, elle a beaucoup de plaintes somatiques, elle est très douloureuse. Voilà, il pourra y avoir aussi un accompagnement et je pense que c'est vraiment dans l'intérêt de la femme enceinte de pouvoir dédramatiser ces plaintes qui sont normales, je dirais, dans le temps de la grossesse et qui peuvent tout à fait être très très bien prises en charge si on peut le verbaliser. Qu'est-ce qu'idéalement il faudrait aujourd'hui dans cette prévention ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prévenir des vulnérabilités maternelles ? Alors, on va commencer avec Mathilde. Idéalement, il faudrait du temps pour les soignants, pour qu'ils soient dans une approche tranquille auprès de ses parents, pour les aider à renforcer, on va dire, leurs compétences psychosociales, donc leur estime d'eux-mêmes, leurs compétences de régulation émotionnelle, leurs compétences de résolution de petits conflits, de soucis ou de gros problèmes. Prendre le temps de pouvoir aussi leur donner des informations sur un développement d'enfant, le sommeil de l'enfant, les compétences d'un nouveau-né, à quel point il est capable de faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enfant ? Notamment quand, vous voyez, on sait à peu près que c'est normal qu'un enfant marche autour de ses 1 an et demi maximum, oui. Mais parfois, on attend d'un enfant d'1 an et demi qui puisse, lui, réguler ses émotions. Et ça, on sait que c'est pas possible, mais on sait quand même ce qu'on leur demande. Et donc, c'est vrai que si les parents étaient accompagnés dès la grossesse et autour de cette période de petite enfance jusqu'aux 2, 3, 4 ans de l'enfant, avec des séances de préparation à la naissance, ça, il y en a, mais à la parentalité, probablement que les enfants seraient mieux accompagnés et que ça serait plus tranquille, cette période assez... bouleversante. Oui, j'allais dire tumultueuse, ce tsunami, je ne sais pas comment il faut l'appeler, du devenir parent, quoi. Les enfants ne naissent pas avec un mode d'emploi. C'est vrai que quand on est parent, ça peut être un moment extrêmement difficile, c'est sûr. Est-ce que Valérie, vous avez un petit mot, vous, pour dans un monde idéal, qu'est-ce qu'il faudrait ? Je rejoins à 200% le temps, qui est quand même... on va pas rentrer trop là-dedans, mais à l'hôpital public, c'est quand même ce qui nous manque énormément, parce que je pense que beaucoup de professionnels sont engagés, sont quand même... majoritairement formés et on voit bien quand on leur laisse le temps, ils s'impliquent extrêmement bien dans leur prise en charge et les patientes le ressentent. Donc le temps, ça c'est inconditionnel. Et après, je suis aussi l'idée de l'accompagnement à la parentalité qui était aussi l'une des missions de la PMI. Alors après, ça c'est aussi un autre débat. La PMI, dans certains départements, est plus ou moins implantée avec un nombre de personnel suffisant et donc du coup peut parfois avoir plus de difficultés à accompagner à cette parentalité, comme tu le décris, de tout simplement décoder, d'être là, d'accompagner, comme on le fait en anténatal, de décoder un petit peu un enfant, de rassurer sur des petites choses qui peuvent quelquefois se démêler très très vite. Un bébé, ça peut être très impressionnant et en même temps, il peut manifester très très vite qu'il va pas bien et en même temps, en une consultation, ça peut se désamorcer très très vite aussi. Donc c'est très réversible. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter l'une et l'autre ? Moi, l'enjeu d'actualité aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'offres de soutien à la parentalité, on va dire, par des entrepreneuses, du privé. Et donc, on voit que c'est vraiment une demande des parents
Pour ceux qui peuvent s'offrir ça, tant mieux. Pour ceux qui ne peuvent pas, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant de voir que la PMI aujourd'hui a du mal à répondre à ses missions de prévention. Elle est plutôt dans la prise en charge des familles où il y a déjà des vulnérabilités installées ou déjà des enfants qui y vont mal, ou dans l'évaluation de situations que, par exemple, des maternités auraient pu signaler. Et donc, je pense que ça, c'est un vrai enjeu aussi en termes d'égalité territoriale et puis des droits des enfants à être correctement accompagnés, quel que soit le niveau socio-économique des parents, ou de redonner ces missions de prévention à la santé publique, à l'hôpital public et à la PMI, quoi. Je ne peux suivre qu'à 200% ce message qui me convient tout à fait, qu'on observe et qui malheureusement amène à un clivage assez inquiétant si on continue sur ce mouvement-là, effectivement. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle donc que j'étais avec Valérie Garès, pédopsychiatre, et Mathilde Delespine, sage-femme à la Maison des Femmes. Merci pour cette conversation passionnante et j'imagine très utile. Merci Julie et merci Mathilde. Merci. Ainsi s'achève cet épisode d'Accouche. Comme dans la vie, la salle de naissance reste ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il vous suffit de pousser la porte de l'épisode suivant pour continuer l'aventure. Accouche est un podcast de la Fondation Mustela. Retrouvez tous les épisodes sur fondationmustela.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.